matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 48 de la saison 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport à la télé, rien à voir, mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et post-natal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Je m'appelle Ella. Bienvenue de la matrescence. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. Il y a 1 an, sortait un épisode intitulé « Qu'est-ce qu'une doula ?» Car en mars 2019, cette profession était encore très méconnue des Françaises. Aujourd'hui, le mot circule de plus en plus autour de la maternité et j'ai pensé qu'il était nécessaire d'aller un peu plus loin dans la discussion et d'évoquer en profondeur ce métier passion qui redonne du pouvoir aux femmes. Cette semaine, je reçois Christelle, alias Karma Mama, sur les réseaux sociaux. Elle est doula depuis plusieurs années et accompagne au quotidien des familles et des mères dans cette incroyable aventure qu'est la maternité. On retrace son parcours, les bénéfices profonds qu'un accompagnement peut apporter, la transmission de femme à femme qui s'est un peu perdue au fil des générations. On évoque son rapport aux sages-femmes et puis Christelle explique en détail, et c'est très intéressant, ce qu'est un blessing way. Et enfin, on explique pourquoi chaque doula a sa spécificité. Christelle a également créé un podcast, Empowerment des mamans, pour mettre en lumière les doulas. Alors allez-y, écoutez si ça vous intéresse. Et pour rappel, le mot doula a été inventé par Dana Raphael, et oui, la même personne, qui a inventé le mot matrescence. Il n'y a pas de hasard. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Christelle, merci beaucoup de m'accorder un peu de temps et de participer à ce podcast. Ça fait 1 an que j'ai pas reçu de doula, donc je suis ravie d'en avoir encore une et de mettre en avant cette profession. Est-ce que tu connaissais ce mot matrescence et si oui, est-ce que ça résonne en toi? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça évoque? Je te remercie de m'inviter déjà sur ce podcast et de me donner l'occasion de parler de maternité, des doulas. Et pour répondre tout de suite à ta question, oui, la matrescence, ça m'évoque quelque chose, mais surtout grâce à toi, puisque en fait, c'est dans ton podcast que j'ai entendu pour la première fois ce mot de la matrescence. Et du coup, pour moi, ce que ça évoque personnellement, en fait, je dirais que comme j'ai eu 3 accouchements avec une première grossesse qui est pas allée à terme, en fait, ça c'est quand même venu bouleverser pas mal ma façon d'être maman par la suite. Donc c'est comme si j'avais vécu une pré-matrescence peut-être, et puis après toutes les choses que j'ai vécues dans ma maternité avec mon premier garçon, du coup, c'est venu faire écho à tout ce que j'avais vécu en creux dans la première après mon premier accouchement, en fait. Et puis après, avec Milo, ça a été plus les transformations autour de la fratrie, mais à chaque fois, l'identité se transforme de passer de maman sans enfant, maman d'un enfant, maman de 2 enfants. C'est à chaque fois des transformations identitaires. Puis après, ça m'évoque ce que je vois, en fait, au quotidien avec les mamans que j'accompagne. Et tu disais que dans ta formation de doula, vous avez jamais entendu ce mot. Ça me paraît toujours bizarre parce que c'est la même personne qui a inventé le mot doula et matrescence. Et du coup, c'est lié, quoi, pour moi. Ouais, et pourtant, tu vois, nous, moi, en tout cas, dans la formation que j'ai faite, peut-être que dans d'autres formations de doula, ce mot est abordé. Mais moi, dans la formation que j'ai faite, c'était pas du tout, il n'y avait pas de mot là-dessus. C'est-à-dire que je pense qu'on prend en compte quand même, les transformations que vivent les mamans dans le postnatal, mais sans forcément avoir un mot qui les rassemble et qui les définit
en fait, et qui peut permettre aux mères de se dire que oui, ce qu'elles vivent est normal en fait, et en tout cas correspond à quelque chose que toutes les mères traversent avec plus ou moins d'intensité. Euh, donc ouais, c'est assez étonnant. Je suis d'accord avec toi que ce soit étonnant. Et puis c'est bien pratique d'avoir un mot qui définit tout ce qu'on voit quand même dans la formation, mais sans qu'il y ait ce terme-là qui les regroupe et qui les définisse en fait. Alors, est-ce que tu peux me raconter pourquoi est-ce que tu as voulu devenir doula? Est-ce que c'est arrivé avant tes enfants, après le premier, le deuxième, le troisième? Voilà, comment la genèse de ce projet d'accompagner les femmes? Ouais, alors moi, c'est clairement mes maternités qui m'ont amenée à ce métier. Je dirais que chaque maternité a renforcé et a fait travailler différentes facettes de ce métier. Quand j'ai été enceinte la première fois, j'avais pas du tout de connaissance de tout. Enfin, je me posais pas énormément de questions en fait, peut-être de manière un peu curieuse. Et évidemment, quand les choses se sont quand ma grossesse s'est arrêtée, j'allais dire les choses se sont compliquées. C'est pas que les choses se sont compliquées, c'est que ma grossesse s'est arrêtée du jour au lendemain, alors que j'étais à la moitié de la grossesse. Il y a eu tout le processus de deuil qui s'en est suivi. Puis quand je suis retombée enceinte, en fait, j'ai commencé à vraiment chercher des outils pour m'accompagner en fait dans cette nouvelle grossesse. Et en fait, c'est les outils que je propose aujourd'hui, avec en plus ma formation, bien sûr. Et c'est vraiment cette deuxième grossesse qui m'a amenée à me dire, OK, vraiment, les mamans, elles ont besoin d'accompagnement, de gens qui sont là pour les soutenir, pour les écouter leurs émotions. Parce qu'il y a tout le suivi médical qui est nécessaire et super, mais il y a aussi cet accompagnement de tout le reste, en fait, qui est quand même assez vaste. Et puis, avec Milo, du coup, ma troisième grossesse, ça a été vraiment le postpartum pour le coup là qui a été une grosse claque et qui m'a donné envie encore plus. Je me rappelle que quand j'étais avec Milo dans les bras, que je le berçais, que c'était vraiment des temps complexes en termes d'énergie, de fatigue, de présence, la fratrie, etc. Quand j'étais dans ce postpartum là, je me disais mais il faut absolument que les mamans elles soient plus soutenues parce que ça va pas du tout quoi. Il faut qu'il y ait ce soutien qui soit présent concrètement en fait, de manière logistique et moi j'aime bien cette image d'avoir une doula à sa porte dans le postnatal, d'avoir vraiment une doula qui est là pour nous quoi, dès qu'on a besoin. Et la formation de doula et le fait de devenir doula, à quel moment ça t'est apparu? Parce que j'imagine, comme plein de femmes, tu t'es dit, là, il y a un problème, il n'y a pas du tout assez d'accompagnement. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'est le cas? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent? T'es tombée comment sur cette profession? Eh ben, en fait, j'ai repris le travail après avoir passé 8 mois à m'occuper intégralement, exclusivement de Saul. Et quand j'ai repris le travail, à ce moment-là, j'ai travaillé pendant longtemps avec des personnes autistes en fait. Donc j'avais déjà quand même une dimension de l'accompagnement, d'être auprès de personnes qui vont avoir éventuellement les personnes autistes, les personnes avec lesquelles je travaillais, elles avaient des fragilités, c'est certain. Du coup, il y avait quand même cette dimension déjà d'accompagnement, mais évidemment avec des situations complètement différentes. Et quand j'ai repris le travail, à ce moment-là, j'étais pas dans ce travail d'accompagnement, mais je me suis dit tout de suite, ok, j'adore ce que je fais, mais franchement, c'est plus ça que j'ai envie de faire. J'ai vraiment envie de travailler avec des mamans. Et en fait, je pensais à toutes les personnes qui, moi, m'ont accompagnée. Donc, notamment, j'ai fait beaucoup de yoga dans ma grossesse avec Saul. Donc, je pensais à ça. Je pensais au massage parce que j'allais en fait voir une masseuse qui me faisait du massage métamorphique, qui est une technique pour éviter de transmettre les émotions négatives à nos bébés en fait. Et bon, moi ça m'avait super parlé parce qu'évidemment avec le passé qu'on avait, je voulais surtout pas que mon nouveau bébé il est sur ses petites épaules notre histoire passée. Et du coup je pensais à ces deux personnes, à comme elle m'avait vraiment soutenue en fait dans cette grossesse, plus ma super sage-femme. Et puis j'ai commencé à faire des recherches et en fait c'est une copine à moi avec qui j'ai d'ailleurs fait la formation, qui m'a dit mais tu sais, moi je pense exactement comme toi, elle était enceinte aussi en même temps que moi et
viens, on fait cette formation, ça a l'air super. Donc c'est elle en fait qui a trouvé le nom de doula, qui a trouvé la formation. Et moi en fait la formation que j'ai fait d'ailleurs, c'est pas une formation de doula, c'est une formation d'accompagnante périnatale. Et je suis pas allée au terme de cette formation, notamment parce que il y avait des choses qui étaient compliquées dans la réalisation de la partie pratique de cette formation. Mais surtout, on ne pouvait pas accompagner les accouchements à domicile. Et moi, en fait, j'ai accouché 2 fois à domicile et du coup, ça me paraissait, ça correspondait pas à moi, mon positionnement de me dire que une profession où on accompagne les mères, on ne peut pas accompagner les accouchements à domicile. Donc, les assistantes périnatales, c'est des diplômes qui sont reconnus en France, d'ailleurs. Donc, c'est ça comme diplôme que tu as à la base, un diplôme donc qui a une valeur juridique, on va dire. J'aime pas trop le terme, mais c'est un peu ça. En fait, c'est un petit peu compliqué parce que c'est pas vraiment que le diplôme est reconnu en soi, c'est que la formation, pendant un temps, elle était reconnue comme formation certifiante. Mais il me semble, alors à vérifier, mais il me semble que là, c'est plus le cas en ce moment. Donc ça, c'est vraiment des choses qui bougent en fonction, pas vraiment de la reconnaissance de l'intérêt du métier, mais plus par rapport à des choses, comme tu dis, juridiques par rapport au centre de formation, en fait. Donc c'est vraiment des histoires par rapport au centre de formation. Donc cette reconnaissance, je crois que en ce moment, les accompagnantes périnatales ne l'ont plus. Le centre de formation ne l'a plus. Après, de mon côté, personnellement, j'ai pas validé la formation justement parce que il y avait cette histoire d'accouchement à domicile et du coup, je suis pas allée au terme de la formation. J'ai fait toute la formation théorique, toute la formation pratique et juste au moment d'avoir le diplôme, au final, j'ai renoncé à prendre le titre parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les accompagnantes périnatales ne peuvent pas prendre le titre entre guillemets de doula. Il y a une espèce de choix qui a été fait comme ça que les doulas et les accompagnantes périnatales sont pas le même nom et du coup c'est soit l'un soit l'autre. Donc j'ai choisi doula finalement. Et donc, pour être doula, tu as resuivi une formation spécifique ou tu t'es formée, toi, sur le tas? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que je sais que tu fais aussi les massages ayurvédiques. Il y a plein de choses que les doulas peuvent faire. Elles peuvent se spécialiser, d'ailleurs. Comment ça s'est déroulé, ton parcours, au fur et à mesure des années? Ouais, alors, j'ai pas refait de formation spécifiquement. Enfin, j'ai fait la session d'information sur le cadre juridique des doulas. Et en fait, après avoir échangé avec une coprésidente de Doula de France, la personne qui s'occupe des validations, en fait, le parcours de formation que j'avais, il me donnait déjà une équivalence en fait. Donc, je n'avais pas besoin de refaire de formation et j'ai fait simplement les 2 jours d'information sur le cadre légal des doulas parce que ça me paraissait important. Et à côté de ça, j'ai fait effectivement une formation de massage. Ça, les doulas, en fait, on a souvent des spécificités un petit peu qui viennent donner la couleur de notre accompagnement ou qui viennent nous donner des outils supplémentaires en fonction de nous, nos aspirations et la façon dont on aime travailler. Et pour moi, ça me paraissait hyper précieux d'avoir un espace où on va être en contact physique, la maman et moi, notamment parce que quand on est amené à être présente dans la naissance, c'est une intimité qui est tellement particulière que pour moi, ça a vraiment du sens d'avoir eu d'abord un contact à travers le massage. Et en plus, il y a tous les bénéfices du massage qui sont évidemment hyper précieux pendant une grossesse. Mais même au sein de mon accompagnement, en fait, pour moi, ça avait vraiment du sens d'aller dans cette formation de massage que j'ai faite du coup à Marseille avec une école de massage qui a une reconnaissance au niveau des écoles de massage, qui sont reconnues. Là encore, le massage c'est pareil, hein, c'est pas, il n'y a pas vraiment de reconnaissance du métier de massage, mais il y a des écoles qui sont plus reconnues que d'autres, on va dire. Et effectivement, c'est le massage ayurvédique qui fait sens vraiment pour moi avec les autres choses que je partage avec les mamans autour de un peu de yoga et les méditations. Donc c'est comme un univers qui est en fait vraiment ce que moi j'ai encore une fois vécu en fait pendant ma grossesse et pendant mes grossesses et qui m'ont paru hyper
ce qu'il y avait de mieux en fait pour m'accompagner dans la grossesse et que j'ai eu envie de partager en plus de tout l'aspect accompagnement où vraiment voilà on est à l'écoute de la maman, on va élaborer avec elle ce qu'elle a envie de vivre pendant la naissance, son postnatal, etc. Puis tout ce qu'elle vit pendant la grossesse, évidemment. Est-ce que tu as la sensation que depuis quelque temps, le terme doula déjà se démocratise, qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont sensibilisées à votre accompagnement? Est-ce que tu as la sensation qu'il y a un petit vent de changement en ce moment par rapport à votre métier? Ouais, complètement. C'est vraiment, je le vois vraiment quoi. Je pense qu'il y a eu beaucoup enfin beaucoup. Il y a eu des personnes très médiatisées qui ont fait appel à des doulas et notamment dans les pays anglo-saxons, c'est vraiment beaucoup plus développé. Puis du coup, ça commence à venir en France aussi. Et voilà, les doulas, elles existent en France depuis une quinzaine d'années et on commence maintenant à avoir effectivement plus de médiatisation et c'est chouette parce que ça permet à plus de mamans de se dire ouais en fait c'est peut-être pour moi, c'est peut-être pas un truc si bizarre que ça, c'est peut-être pas si, je sais pas en fait quelle est l'image que peuvent avoir des doulas, des mères qui en ont jamais entendu parler, mais moi je trouve ça super, je trouve ça vraiment je trouve ça tellement précieux. Je me dis chaque femme devrait pouvoir avoir une doula. Il y a des doulas pour toutes les femmes. On a toutes encore une fois des spécificités différentes. On va pas toutes faire du massage, du yoga ou je sais pas. Il y a des doulas qui travaillent avec le chant prénatal par exemple. Moi c'est quelque chose qui me fascine. C'est vraiment pas mon truc, mais je trouverais ça fascinant de pouvoir expérimenter ça en tant que maman justement. Et ouais, je trouve ça super que ça se démocratise. Et puis, je te rejoins complètement. On en entend de plus en plus parler. Puis, je pense que ça va même être exponentiel. Je pense que ça fait que commencer, quoi. Ouais, la personne la plus connue au monde qui a eu une doula, c'est Meghan Markle. Donc, effectivement, il y a eu un gros coup de projecteur extrêmement fort envers votre profession en avril 2019 quand elle a dit qu'elle allait prendre une doula. D'ailleurs, c'est très drôle. En France, les articles qui sont sortis, mais qui est cette femme qui va accompagner Madame Markle dans son accouchement? Mais c'est génial. Mais bon, comme tu le dis, c'est bien, les anglo-saxons ont un autre rapport au doula, alors que vous, il y a eu, il faut être très honnête, il y a eu une chasse aux sorcières. C'est pas encore tout à fait facile et lisse pour vous d'exercer. Et avant qu'on commence, tu me disais que tu travailles avec une sage-femme, main dans la main. T'as quoi comme rapport avec les sages-femmes et comment est-ce que vous pouvez être complémentaires? Alors, c'est une super bonne question et effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent quand on parle des doulas. Mais comment ça se passe avec les sages-femmes? C'est quoi la différence avec les sages-femmes? En fait, moi, c'est une question que d'une certaine manière, plus je travaille et moins je la comprends. En fait, c'est drôle parce que alors que c'est une question que j'ai pu me poser et où moi-même je me suis dit mais en fait, est-ce que j'aurais vraiment eu besoin d'une doula? Notamment quand j'ai commencé à faire des recherches sur la formation et tout ça. Et, et en fait, effectivement, il y a des sages-femmes qui vont faire un travail global, on va dire. Elles vont faire de l'accompagnement global déjà, puis elles vont vraiment pouvoir prendre le temps avec les mamans. Et elles vont être là pour le suivi de grossesse, elles vont être là à la naissance et elles vont être là en postnatal. Donc quand c'est comme ça, on va dire que la doula, elle apporte un confort supplémentaire. Mais ça, c'est quand même extrêmement rare et je pense que les mamans qui écoutent vont se dire ouais, c'est pas, en général, c'est quand même pas la situation. En général, on a quelqu'un qui nous suit pendant la grossesse. On va accoucher avec des personnes qu'on connaît pas à la maternité et ensuite de ça, on va avoir encore une autre personne qui va faire les suites de couches, qui va nous suivre un petit peu dans notre maternité aussi. Et du coup, pour toutes ces mamans-là, notamment, c'est hyper précieux d'avoir quelqu'un qui va suivre en fait tout simplement toute leur histoire, toutes les transformations qui ont lieu en fait avant la naissance. Parfois même, moi, ça m'arrive d'accompagner des mamans qui sont en projet de bébé. Et du coup, là, de les voir parfois jusqu'au 1 an de leur enfant, c'est un tel cheminement avec elles que, évidemment, elles vont avoir besoin de leur sage-femme parce que moi, je fais pas du tout les actes médicaux. Je fais pas du tout, je peux pas du tout voir si une grossesse va aller dans le sens de, enfin,
évidemment, j'ai des connaissances, donc je vais savoir quand même quand c'est physiologique, quand c'est pathologique, mais c'est pas moi qui vais poser un diagnostic, c'est pas moi qui vais voir si le bébé il est bien engagé dans la naissance, c'est pas moi qui vais voir si le placenta il est bien entier, etc. Donc tout ça, toutes ces choses-là, c'est le travail des sages-femmes de s'assurer que la maman et le bébé sont en santé. Et moi, mon travail en tant que doula, pour moi, c'est vraiment de prendre soin de tous les autres aspects, du bien-être, du confort, de la santé mentale de la maman, tout en sachant que j'ai aussi mes limites et que évidemment, quand je sens que ça dépasse le cadre de mon exercice, je vais renvoyer vers des professionnels qui vont être encore autres que des sages-femmes. Ça va pouvoir être des professionnels autour de la dépression postpartum, ça va pouvoir être un médecin traitant, un pédiatre, une orthophoniste, une ostéopathe. En fait, c'est drôle parce que il y a comme un truc que je trouve un peu curieux et un peu des fois questionnant, c'est qu'on parle finalement assez peu des sages-femmes et quand on parle des doulas, on met les sages-femmes en avant. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, quand on est maman, il y a plein de gens qui nous entourent. Moi, j'aime beaucoup parler aussi des partenariats avec d'autres professionnels du bien-être, en fait, parce qu'on est dans le domaine du bien-être. Justement, toutes les personnes qui vont faire d'autres choses que s'occuper du médical. Et tout a sa place pour moi. Et avec la sage-femme avec laquelle je travaille, on a vraiment ce fonctionnement, en fait. Elle me renvoie vers des, elle renvoie les mamans vers des choses en disant, vous demanderez à Christelle, vous demanderez à votre doula, parce qu'elle travaille pas que avec moi. Et je trouve ça hyper précieux, tout comme moi, je vais renvoyer vers des sages-femmes quand il s'agit de choses médicales à proprement parler, quoi. Je sais pas si ça répond vraiment à ta question. Tu voulais peut-être des choses encore plus concrètes. Non, c'est hyper intéressant. Mais moi, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi les sages-femmes, elles sont méfiantes envers vous. Je comprends que les sages-femmes, elles n'y sont pour rien et qu'elles manquent de moyens et qu'elles aimeraient accompagner au mieux les femmes. Et sur le côté émotionnel, en tout cas. Mais bon, il y a des limites à tout. Elles peuvent pas, alors autant déléguer et partager avec cette aide avec les femmes. Tu as déjà discuté avec les sages-femmes qui sont réticentes ? Oui. En fait, je pense que y a beaucoup de choses différentes qui viennent se mélanger. Déjà, comme tu dis, elles ont peu de moyens. Elles sont elles-mêmes pas forcément bien reconnues. Comme je disais, les sages-femmes, souvent, elles sont un peu dans l'ombre des obstétriciens, notamment au moment de la naissance. Et alors que c'est elles qui font quand même tout le travail, on peut le dire. Et du coup, je pense qu'il y a des choses qui viennent toucher à des formes de blessures personnelles déjà. Et puis ce qu'on peut entendre. Et puis il y a aussi le fait que en fait les sages-femmes avec lesquelles j'ai pu discuter puis qui connaissent qui avaient des réticences, en fait, c'est des sages-femmes qui connaissent pas notre formation, qui savent pas en fait à quoi correspond vraiment notre formation, notre travail, etc. Et souvent les craintes qu'elles ont, c'est qu'on interfère avec les diagnostics qu'elles peuvent poser et puis surtout les recommandations qu'elles peuvent faire. C'est-à-dire que, je donne n'importe quel exemple qui va être parlant, si une maman va être carencée en fer, ce qui arrive souvent pendant la grossesse, nous, on sait les doulas que ça arrive souvent pendant la grossesse. On a des petites tips, on va dire des petites astuces pour éviter la carence en fer. Mais évidemment que quand une maman a une carence bien installée, puis que sa sage-femme ou son médecin traitant va lui donner un complément à prendre, évidemment que nous, on va pas pouvoir dire non mais là, prends pas ce complément, c'est pas bon, il faut pas prendre ça, ça va te faire des effets secondaires ou quoi ou qu'est-ce. Et je pense que la crainte, elle se situe vraiment là en fait. Elle se situe au fait qu'on vienne apporter un autre regard sur la maternité, sur la naissance, qui est souvent le cas, mais que ce regard, au lieu d'être complémentaire, les professionnels de santé le voient comme en remplacement. Alors que c'est pas du tout ça. Mais je peux comprendre que cette crainte-là existe. C'est sûr qu'on a dans notre formation, on a des choses autour de la physiologie, de la grossesse, de la naissance. Donc, on connaît ces processus. On est capable de les expliquer aux mamans. Ce qui peut être aussi le rôle des sages-femmes. Donc, forcément, on est comme sur une même zone, mais avec un regard différent et avec une attitude et des gestes différents, en fait. Et pourquoi est-ce que tu penses que cette transmission de femme à femme,
puisque c'est vraiment ça, hein, le cœur aussi des doulas, elle s'est perdue. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il faut marteler un discours en disant mais si en fait vous avez besoin d'être entouré et c'est pas une faille d'avoir besoin des autres? Ah ben là, je pense il y aurait beaucoup à dire. En fait, ce qui a été observé, il y a les super travaux de Marie-Hélène Lahaye qui parle très bien de tout ça sur son blog, dans ses livres. C'est vraiment une bonne ressource par rapport à tout ça. En fait, ce qui a été observé, c'est que déjà il y a eu la naissance est sortie de la sphère féminine au moment où il y a commencé à avoir des médecins obstétriciens. Donc ça, c'était au XVIe siècle, hein, donc ça remonte quand même, et qui ont commencé en fait à transformer l'espace de la naissance et les positions de naissance pour que ce soit plus confortable pour eux. Et du coup, à ce moment-là, on n'avait pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui vraiment sur la physiologie, c'est-à-dire que il y avait des choses qui se répétaient. Mais aujourd'hui, on a vraiment, je veux dire, on sait que la posture dans laquelle on accouche, classique, à laquelle on pense dès qu'on pense à un accouchement, on sait qu'elle est vraiment iatrogène, c'est-à-dire qu'elle crée les problématiques. Simplement, on n'est pas encore passé à l'étape d'après de changer nos pratiques. Donc ça, c'est un gros problème, on va dire, mais c'est encore autre chose. Après, on le retrouve à la fois dans la naissance, puis à la fois dans tout le postnatal aussi, dans l'allaitement, dans tout ça. En fait, il y a eu un moment où on a dit aux femmes qu'il fallait plus qu'elles écoutent leur mère, leur belle-mère, leur tante, leur cousine, leur sœur, parce que les conseils qui étaient donnés n'étaient pas conformes, n'étaient pas raccords avec les conseils qui étaient préconisés par la médecine moderne. Et du coup, il y a eu vraiment une coupure de ces savoirs-là. Avant, on voyait partout des femmes allaitées. Avant, dans la sphère intime, je veux dire, on voyait partout les jeunes mamans, elles avaient déjà vu des femmes allaitées. Aujourd'hui, à part quand les mamans elles sont dans un milieu où déjà les femmes elles sont dans une démarche d'allaiter, etc. Il y a des mamans qui arrivent avec leur bébé qui ont jamais vu une femme allaiter. Et donc rien que dans la façon dont elles vont tenir leur bébé, on peut l'observer. On a tellement cette image du bébé qui est nourri au biberon qu'on positionne le bébé instantanément dans la position du biberon en fait, qui est pas du tout la même que la position en tout cas une des positions d'allaitement. Et c'est intéressant à observer parce que ça signifie tellement de choses sur l'allaitement, on le voit de manière assez précise parce que c'est visible vraiment, mais c'est la même chose pour la naissance, c'est la même chose pour la grossesse. C'est à un moment on a vraiment dit aux femmes il faut plus écouter la génération avant la vôtre parce qu'en fait c'est faux ce qu'elles vous disent. Et c'est curieux parce que tu vois on le voit encore aujourd'hui à l'œuvre, c'est-à-dire que moi je me méfie toujours un petit peu. Enfin, je vais pas dire à une maman de pas écouter son entourage, par exemple, parce que oui, il faut qu'elle s'en protège si son entourage il est intrusif et puis si son entourage il la met mal. Mais peut-être que son entourage va lui donner des conseils précieux sur comment faire. Son entourage la connaît aussi, donc voilà. Je trouve qu'il faut quand même être faire attention parce qu'on peut avoir nous-mêmes des discours qui vont revenir à dire ça en fait. Et ouais, c'est assez important, je trouve, de se positionner avec précaution par rapport à tout ça. Tu vois, d'avoir la transmission que nous on va leur transmettre en tant que doula, certes, mais aussi d'accepter que du coup, d'autres femmes de leur entourage vont pouvoir leur transmettre des choses qui seront pas forcément raccord avec les nôtres. Mais voilà, je trouve que c'est important de remettre ça aussi en contexte. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que on reçoit tellement d'injonctions, en fait. C'est plus vraiment des conseils et des traditions qui se transmettent, c'est des injonctions ou c'est des jugements ou c'est des critiques et c'est difficile de faire la part des choses entre un conseil bienveillant qui nous servira peut-être pas mais qui plante une graine et cette société dans laquelle on vit où on est toujours en train de quand même largement critiquer les mères et de leur dire ce que tu fais c'est pas bien mais pourquoi tu fais ça, moi j'aurais fait différemment. C'est vrai qu'il y a vraiment une différence entre dire moi je faisais comme ça ou quand ta maman te dit moi pour toi ça marchait, je faisais ça, peut-être essaye, que mais pourquoi tu fais ça. C'est vrai qu'il y a aussi une façon de communiquer.
Eh oui, c'est clair. C'est clair. Et puis tu vois, c'est là aussi que notre rôle, il est précieux, je trouve. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive systématiquement dans le postnatal que les mamans que j'accompagne me disent ah ouais, mais ma mère m'a dit ça ou ma belle-mère m'a dit ça, ou c'est souvent les mères, les belles-mères et moins les tantes et tout. Mais les mères, les belles-mères, elles ont encore beaucoup d'impact quand même sur les jeunes mamans. Et tu vois, c'est là que l'accompagnement, il a vraiment du sens parce que c'est individuel. C'est-à-dire que quand la maman va me raconter ce qu'elle est en train de vivre, ce qu'elle a reçu comme injonction, comme conseil, comme question, on les connaît les questions qui sont pas des questions en fait, qui sont des injonctions. Et quand elle va me raconter ça, ben moi je vais pouvoir sentir, parce que je la connais, parce que j'ai cheminé avec elle, je vais pouvoir sentir dans quel état émotionnel ça la met, et je vais pouvoir du coup questionner aussi ça et lui dire est-ce que pour toi c'est juste ce qu'elle t'a dit, comment tu le vis, est-ce que ça te paraît pertinent, qu'est-ce que toi t'en penses. Et c'est là qu'en fait on va pouvoir mettre en place ce truc de prends les conseils autour de toi et puis prends ta décision ensuite. Une fois que t'as eu un ensemble de conseils, les conseils ça peut aller de ce que la belle-mère va avoir dit, ce qu'on a lu dans un livre, ce qu'on a vu sur les forums, ce que le pédiatre dit. C'est clair qu'il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Et une fois que la maman elle a tout ça, et ben souvent elle se dit ouais, qu'est-ce que je fais maintenant avec tout ça. Et c'est là que la doula va pouvoir dire ok, t'as tous ces éléments, donc maintenant fais comme toi tu le sens, suis ton intuition, fais comme tu penses que c'est juste pour toi et ton bébé, parce que ce qui est écrit dans les livres c'est une chose, mais c'est pas forcément ça qui sera bon pour toi à l'instant T. Et là l'accompagnement individuel pour moi il a vraiment tout son sens. Ouais, en fait, une partie de votre métier, mine de rien, c'est de redonner du pouvoir aux femmes, Mais que ce soit dans le savoir ou dans leur ressenti. Complètement. Pour moi, c'est le cœur de mon métier pour moi. Et c'est même dans la formulation, tu vois, je dirais, c'est même pas qu'on va redonner du pouvoir aux femmes, c'est qu'on va leur montrer qu'elles ont déjà du pouvoir en fait. C'est comme les reconnecter à ce pouvoir-là. Et c'est quelque chose qui est vraiment, ouais, c'est vraiment pour moi le cœur. T'as tout à fait raison. Et je trouve, tu vois, que c'est vraiment une occasion merveilleuse de reconnecter avec ce pouvoir-là pendant la grossesse, pendant la naissance et pendant le postnatal. Parce qu'en fait, c'est un pouvoir dont on est coupé dans nos sociétés, je trouve, où on a justement toutes ces injonctions sociales, tout ce carcan en fait et ces masques qu'on va se mettre au fil du temps qui sont un moyen aussi de vivre en société ou dans la société telle qu'elle nous est proposée aujourd'hui. Et en fait au moment de la grossesse, moi ce que j'observe beaucoup et dans la naissance quand c'est possible de vivre une naissance libre, on va dire, c'est merveilleux parce qu'en fait tout ça tombe. On revient vraiment à des choses comme au noyau de qu'est-ce que c'est être une humaine en fait. Qu'est-ce que c'est par exemple on observe que les mamans elles ont souvent besoin de rassembler en fait leur tribu parce qu'on est des êtres sociaux, on est des êtres de relation. Et là, on le voit d'ailleurs avec le confinement, c'est terrible pour beaucoup de mamans, c'est ça qui est super dur en fait, c'est de plus avoir de contact. C'est dur pour tout le monde, mais je veux dire au moment de la grossesse, du postnatal, c'est vraiment pour certaines mamans, c'est vraiment difficile parce qu'elles sont coupées de leurs proches et du coup, elles sont coupées de tout ce soutien en dehors du mental, de tout ce soutien qui passe par le non-verbal, par le contact, par une petite étreinte, par un petit regard. Et c'est ça dont les mamans ont beaucoup besoin aussi dans le postnatal. Je sais pas si ça va te parler, mais pour beaucoup, en tout cas, moi je l'observe. Et puis, du coup, on va aussi faire face parfois à des déceptions par rapport à ça. Tu vois, des mamans qui vont dire ma cousine finalement elle est pas super concernée par ce que je vis, ou mon amie elle vit les choses différemment, elle a vécu sa grossesse différemment, du coup elle comprend pas vraiment ce que je vis. Et c'est important de comprendre que c'est pas juste que la copine elle vit quelque chose de différent. C'est qu'en fait la maman elle a pas réussi à valider son besoin de relation tribale en fait autour d'elle. Enfin moi je le vois vraiment comme ça en tout cas. Et alors pendant la naissance c'est là, ouais, vraiment, on connecte à quelque chose d'hyper primitif en fait, et on va aller toucher ce pouvoir-là justement, dont on a vraiment besoin, à mon sens, pour vivre le postnatal, qui nous rend quand même assez vulnérables.
Mais t'as raison, parce que le principal reproche que font les femmes une fois qu'elles ont accouché, c'est de se dire la solitude, elle est immense et elle est terrible, et être invisible, aux yeux de la société, aux yeux de son entourage, c'est la pire chose. Je pense qu'il puisse nous arriver, et on a toute conscience que si on était entouré avec amour et respect, et que justement on était visible, j'imagine bien que les stats de la dépression postpartum, elles baisseraient, ou en tout cas le traumatisme lié au fait de devenir mère, il serait complètement différent. Et là, vous avez un rôle primordial. Et même, je trouve votre rôle pour intégrer le conjoint ou la conjointe, il est fort. Ouais, complètement. Et je pense qu'on a encore, même si ça bouge quand même pas mal par rapport au postnatal. Tu disais tout à l'heure qu'on parlait de plus en plus des doulas. Je trouve qu'on parle aussi de plus en plus du postnatal, et ton podcast fait partie justement aussi de ce qui fait pointer du doigt les enjeux du postnatal. C'est clair que un de nos rôles, à mon sens, comme tu le dis, c'est vraiment aussi on a cette fenêtre pour pouvoir parler avec le conjoint de qu'est-ce que ça va être le postnatal, quels vont être les besoins de la maman. Des fois, on voit aussi les mères des mères, en fait, les futures grand-mères. Moi, je les vois le plus souvent dans les naissances à domicile, mais ça m'arrive aussi de les voir, tu sais, comme on va au domicile des mamans, en fait, notamment quand elles sont en fin de grossesse. Parfois ça arrive que on croise la mère entre au début du rendez-vous, à la fin du rendez-vous, et il y a toujours des petites graines à semer. Moi, c'est quelque chose vraiment, dès que j'ai la fenêtre j'essaye de semer des petites graines par rapport à ça, parce que c'est vraiment ultra précieux. Et puis là encore, c'est des savoirs qu'on a perdus, c'est-à-dire que dans des sociétés plus traditionnelles, les mères, elles sont super entourées, les jeunes mères, elles sont super entourées. On commence à vraiment réentendre parler de choses comme de cette période du postnatal, du mois d'or, qui existe dans beaucoup de traditions. Le mois d'or, c'est la traduction de la tradition chinoise, mais en fait, elle s'observe dans beaucoup de cultures. Et nous, on sait plus faire ça, en fait. C'est assez terrible. On doit vraiment réapprendre à prendre soin de nos jeunes mamans, à prendre soin de nos copines qui ont accouché. Évidemment, nous, les doulas, on a un rôle à jouer là-dedans, mais moi, je trouve que en plus du rôle qu'on va avoir à l'instant T, quand on va aller visiter la maman, quand on va aller lui apporter un petit repas qu'on lui aura préparé et tout, je trouve que en amont de ça, dès qu'on a la possibilité de le faire, c'est vraiment précieux de pouvoir parler de ça avec l'entourage, pour que la mère se retrouve pas seule même à gérer le fait de se faire aider, en fait. C'est déjà dur de se faire aider, mais quand en plus on doit juste gérer le fait de se faire aider, c'est compliqué. Donc si on peut le faire, les doulas qui font beaucoup de Blessing Way, par exemple, je trouve ça super précieux. Le Blessing Way, c'est une cérémonie qu'on va faire un temps. Attends, j'allais te poser une vraie question là-dessus. Vas-y, explique-nous en quoi c'est primordial le Blessing Way par rapport à ce qu'on appelle la baby shower, qui est beaucoup trop commercial et qui va pas dans le cœur du problème. Vas-y, explique-nous bien le Blessing Way, on a tout le temps. Je trouve que c'est tellement important que les femmes sachent que ça peut être génial. Oui, c'est vraiment génial. Alors, la baby shower, comme son nom l'indique, je vais pas m'étendre trop dessus, parce que le principe, pour moi, c'est juste, on va faire des cadeaux au bébé, on va célébrer le bébé à venir. Ça peut être super bien. Mais force est de constater que le bébé, il est encore au chaud dans l'utérus, dans le ventre de sa maman, il est bien là où il est. Et la mère, elle traverse dans son dernier trimestre de grossesse, elle commence à traverser toutes les inquiétudes plus ou moins élargies, on va dire, un prisme plus ou moins élargi d'inquiétude autour de la naissance. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, même si elle le sent pas forcément très consciemment, elle a quand même ce besoin souvent de rassembler autour d'elle les gens qui vont lui faire du bien, en fait. Et le Blessing Way, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est un temps où on va célébrer la maman dans sa transformation, dans ce qu'elle est en train de vivre, la fin de sa grossesse, le fait qu'elle ait maturé cette grossesse déjà. Et puis, on va en fait lui apporter par des gestes symboliques, ou même parfois des gestes vraiment physiques, on va lui apporter de la force pour traverser la naissance à venir. On va se rassembler autour d'elle. Ça peut être mixte ou pas. Parfois, il y a que les amis, les proches, la sœur, la mère, ou voilà, que les amis femmes. Parfois, il peut y avoir les plus petits, les aînés
qui sont petits du coup encore, mais les aînés, parfois il peut y avoir le père qui peut être présent, des amis, voilà, la famille mixte ou quoi. Ça c'est vraiment selon les souhaits de la maman, selon ses envies. Et en fait, on va vraiment pendant tout ce temps du Blessing Way, qui dure en général un bon 2 heures, 3 heures, parfois plus, parce qu'on est trop bien et qu'on adore ça et c'est des super beaux moments. On va donner à la maman des cadeaux symboliques, lui offrir, par exemple, il y a ce super beau, moi je trouve ça super beau, ce petit rituel d'offrir à la maman un collier avec une perle. Chaque participante du Blessing Way va offrir une perle à la maman et va raconter une histoire positive à la maman sur soit la naissance, soit la maternité, et ça va donner en fait à la mère comme si le collier contenait en lui-même toutes ces belles expériences, toute cette force, toute cette sagesse. Et la maman va pouvoir l'emmener avec elle quand elle va aller enfanter ou va pouvoir l'avoir avec elle dans le postnatal, et les deux évidemment. Il y a ça, on va pouvoir faire des massages à la maman. Vraiment, c'est un temps pour l'honorer en fait, honorer ce qu'elle est en train de vivre et lui donner plein de force pour la naissance à venir. Et c'est un temps aussi, comme je disais tout à l'heure, on va pouvoir, on a comme déjà ce fameux village autour de la maman, et on va pouvoir vraiment en tant que doula profiter de cette occasion pour pointer du doigt devant ce village le fait que oui, la maman, on la célèbre à ce moment-là, mais qu'elle va vraiment avoir besoin d'aide dans le postnatal et que c'est normal et que c'est beau de pouvoir lui offrir cette aide-là. Dans le postnatal, de manière optimale, la maman, elle doit rien faire d'autre que de s'occuper de son bébé. Et du coup, tous les gens autour d'elle, ils peuvent l'aider en faisant toutes les choses logistiques, le ménage, la nourriture, prendre soin des aînés, arroser les plantes, aller sortir le chien, enfin voilà, toutes ces choses-là, si la maman, elle peut s'en décharger et même pas ne pas les faire, mais ne pas avoir à y penser en fait, bah ça c'est super. Et quand on peut le dire dans un Blessing Way, souvent les amis proches, vous imaginez bien, les amis proches de la femme enceinte qu'on est là en train de célébrer, bah elles sont super heureuses de se dire ok, je sais comment je vais pouvoir l'aider, parce que des fois c'est ça, on sait plus aider les gens, on sait plus donner de l'aide en fait concrète et logistique. Ah mais t'as tellement raison, parce que pour le coup, si on est une jeune maman et que dans son cercle d'amis, on est la première à devenir maman, déjà on sait pas trop ce qui va se passer, personne nous a vraiment transmis quoi que ce soit, et la première chose que les copines elles font, et moi j'ai été comme ça, et parfois j'ai tellement honte de me dire que j'ai fait ça à mes copines les pauvres, c'est d'acheter un cadeau, de venir 2 secondes, de rien amener pour la maman et de se barrer et de même pas poser la question est-ce que tu vas bien, qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et c'est vrai que le fait que ce soit une tierce personne qui informe et qui a ce savoir en elle, qui puisse dire à tout l'entourage ce qu'elle va vivre, et c'est comme tu l'as bien dit, c'est de normaliser ce qu'elle va vivre, mais c'est tellement différent de l'entendre de cette manière-là. Moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui me dise là, ta copine, elle va avoir ça, elle va accoucher, elle va devenir mère. Oublie les peluches là, oublie le body, va lui faire à manger, va faire le ménage. Je sais pas si j'aurais été peut-être capable de réceptionner correctement cette information, mais je l'aurais eu dans le cerveau, et ça fait toute la différence quand même. Oui, ça fait toute la différence. Puis plus on sera nombreuses à en parler, et plus ça reviendra en fait, parce que voilà, si tu l'entends une fois de la doula de ton ami, puis que après tu vois un petit article passé comme ça qui parle du postnatal, ou tu vois, petit à petit par toutes ces choses qui sont en train d'émerger autour du postnatal, enfin moi j'ai bon espoir qu'on finisse par retrouver ces villages-là. Et puis ça fait boule de neige, c'est-à-dire qu'une femme qui va l'avoir vécu pour elle, elle va avoir plus de facilité à l'offrir aussi à une amie, parce qu'il y a ce truc-là aussi que des fois, pour faire simple, il n'y a pas qu'avec la maternité que ça nous le fait, mais des fois on peut aussi être dans l'optique, moi j'en ai chié, donc en fait c'est normal d'en chier, donc tout le monde passe par là. C'est un peu ça le rite, quoi, on va dire. Et des fois, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça, pas entre femmes de la même génération avec nos amis, etc., mais d'une génération à l'autre, quand on n'est plus dedans, qu'on a oublié comment c'est, qu'on se souvient juste que c'était dur, mais qu'on s'en est relevé, que ça nous a endurcis, etc., on peut avoir tendance à avoir ce truc de se dire c'est ça le rite en fait, alors que non, c'est pas ça le rite. Le rite, c'est de se sentir aimé, de se sentir entouré, de se sentir soutenu, puis c'est comme ça que ça va être le mieux pour la maman, mais aussi pour le bébé, pour toute la famille, pour le papa, parce que
Faut pas oublier qu'une maman qui est épuisée, qui fait une dépression ou juste qui se sent pas bien, ça a un impact sur son bébé, ça a un impact sur ses aînés quand elle en a, ça a un impact sur toute la famille, le couple parental, le couple conjugal, la relation du papa avec son bébé, etc. Donc c'est quand même pas rien. Non, t'as raison, c'est pas rien et ça, il faudra jamais l'oublier, la transmission. J'ai la sensation que ce confinement, cette façon de voir le monde, on est en train aussi de revenir sur nos façons d'opérer, que le regard change et que donc forcément, on revient à des choses un petit peu plus terre à terre. Et ben, j'avais justement cette question, est-ce que tu as la sensation depuis qu'il y a qu'on vit cette période extraordinaire, pas forcément génial pour tout le monde, mais qui en tout cas sort de l'ordinaire. Il y a une attention particulière qui est faite aux doulas, ou en tout cas les mamans se posent des questions différemment par rapport à leur grossesse. Alors moi je l'ai pas forcément perçu de manière très forte, au sens où j'ai déjà souvent quand même des retours de mamans hors confinement, hors période comme ça, qui me disent, qui viennent témoigner du fait qu'elles ont des besoins différents de ceux qu'elles ont hors grossesse. Donc déjà c'est quelque chose que j'ai pas forcément observé sur la grossesse. Par contre, là où je l'ai vraiment observé, c'est sur la naissance, où le fait que les pères puissent pas forcément ou pas sûrs à 100% être là. Ça a été une grosse panique pour plein de mamans. Moi, c'est surtout ça que j'ai vu. J'ai surtout vu ça et c'est fou de se dire qu'en fait un droit qui nous paraît le plus naturel et le plus évident, que les pères soient là à la naissance de leurs enfants, puisse finalement être remis en question aussi rapidement, aussi facilement. J'imagine pas de gaieté de cœur par les professionnels de santé, mais en tout cas que juste cette hypothèse-là puisse être émise, ça en dit long sur encore ce qu'on n'a pas suffisamment intégré sur qu'est-ce que c'est enfanter, qu'est-ce que c'est devenir mère, qu'est-ce que c'est devenir père. Et comme je disais tout à l'heure, pour moi c'est assez hallucinant, parce que les études, elles sont là, hein. Les études, on les a, les chiffres, on les a. Si moi je le sais, n'importe quel obstétricien ou n'importe quel cadre d'un hôpital, il est en mesure de le savoir aussi. Je me fais pas d'illusions sur mes savoirs et mes compétences. Tout le monde peut avoir accès à ces informations-là, et d'autant plus quand on est professionnel de la périnatalité. Et pourtant, c'est quand même, on va quand même aller enlever le soutien aux mères, le dernier soutien qu'il leur reste, on va dire. Il y a un super livre de Ingrid Baillot qui s'appelle Le 4e trimestre, qui parle du postnatal justement. Et cette sage-femme, elle explique qu'en fait, dans le postnatal, traditionnellement, il y avait 5 personnes autour de la jeune maman. 5 femmes qui prenaient soin de la jeune maman pour que la jeune maman puisse prendre soin de son bébé. Aujourd'hui, il y a au mieux le partenaire. Je dis bien au mieux parce que souvent le partenaire, en fait, il est là les premiers jours du congé parental, du congé paternité, puis après, il retourne travailler. Tous ne le prennent même pas. Et en dehors de ça, c'est fini, quoi. Donc, il n'y a plus personne d'autre pour prendre soin des mères. Et ça pose quand même un gros problème. Ouais. Donc au mieux le partenaire il est accepté, mais il y a beaucoup de pères qui vont juste prendre les 15 jours du congé paternité, ce qui est franchement c'est des miettes quoi pour faire connaissance avec son bébé et pour soutenir sa compagne. Puis tous ne peuvent même pas le prendre. Et déjà rien que ça, voilà, déjà on se dit on passe de 5 à 1 personne, et puis cette personne-là en plus, elle vit ses propres transformations, et en plus elle doit retourner au travail 15 jours après la naissance. Donc en fait, il reste plus personne quoi au final. Et ça ouais. Alors curieusement, je vois aussi et je trouve ça chouette ce que tu disais, tu vois, que le confinement, il nous amène aussi à peut-être reconsidérer nos besoins, en fait. Dans le postnatal, j'ai vu aussi, en tout cas, j'ai eu des retours de mamans qui disaient aussi que, en fait, c'était chouette de se retrouver juste avec son chéri qui est en télétravail ou qui a complètement arrêté son travail, son bébé, et puis la maman, forcément.
Et ça, je trouve que c'est vraiment une belle opportunité pour les jeunes parents qui ont vécu le confinement de cette manière-là, d'avoir pu en fait préserver cette bulle-là et d'avoir pu avoir vraiment le partenaire ou la partenaire qui est là tout le temps à la maison. Et ça, c'est vraiment super. Là où c'est un peu plus dur des fois, c'est pour les mamans qui vont accoucher dans cette période de confinement, puis qui ont en plus les aînés, etc. Pour elles, c'était vraiment plus compliqué, quoi. En tout cas, dans les retours que j'ai eus. C'est vrai que tu as raison que pour certaines, c'était une bénédiction. Et je sais que moi aussi, j'ai eu des retours comme ça, de pouvoir avoir finalement 2 mois leur conjoint au lieu de 11 jours. Voilà, si pour chacun c'est OK et que ça se passe dans des bonnes conditions, c'est génial. Ou il y a peut-être aussi des mamans qui allaient reprendre au bout de 3 mois et qui finalement ont eu 2 mois de rab de congé. Mais c'est génial. Et moi, je suis la première à dire que c'est tellement précieux pour moi d'avoir passé autant de temps avec ma fille. Donc, il y a des situations très délicates et nous, on fait partie des chanceux. Donc, autant que ça profite à certaines, quand pour d'autres, il y en a d'autres qui se battent pour nous, pour la santé. J'ai une dernière question. Oui. Est-ce que tu penses qu'une reconnaissance de l'État, ça serait important pour votre profession ou qu'aujourd'hui, vous faites très bien sans ? C'est une question très intéressante et qui secoue beaucoup le monde des doulas en ce moment d'ailleurs. Alors, je vais te donner les 2 visions, puis je vais te dire ce que moi j'en pense. Vas-y. Il y a des doulas qui œuvrent depuis très longtemps pour qu'on soit reconnu, et notamment toutes les pionnières qui ont vraiment travaillé pour se structurer et avoir le droit d'exercer, ne serait-ce que ça, en fait, avant même la reconnaissance, avoir le droit d'exercer. Et je pense que, en premier lieu, j'ai vraiment envie d'honorer leur travail et puis tout ce qu'elles ont fait. Puis c'est ce qui me permet, moi, aujourd'hui, d'arriver et puis de dire, OK, je suis doula, puis d'avoir des mamans qui viennent à moi. C'est quand même, elles ont pas eu ça au départ, quoi. Pouvoir travailler librement, ne serait-ce que ça. Et puis, il y a tout un courant de doula qui a vraiment envie de se structurer, puis d'avoir une reconnaissance, de pouvoir entrer dans les maternités, de pouvoir, pourquoi pas un jour être remboursé par des mutuelles ou voilà, d'avoir vraiment une reconnaissance. Mais cette reconnaissance, elle va nécessairement avec un cadre, c'est normal. Et certaines doulas ont pas forcément envie d'avoir une forme de cadre qui viendrait dire cette pratique-là elle est OK, puis cette pratique-là elle est pas OK, parce que comme tu l'as dit, il y a une affaire de transmission de femme à femme, il y a une affaire de savoir un peu souterrain comme ça qui est quand même à l'œuvre chez les doulas, quelle que soit la posture qu'on va avoir par rapport à cette question de la reconnaissance officielle, on va dire. Et du coup, sur le prisme des doulas, il y a des doulas qui vont être OK pour une reconnaissance, puis d'autres qui vont dire non, la doula, elle doit rester dans cette espèce d'entre-deux semi-professionnel. Tu vois ce que je veux dire? Pour conserver une relation qui est pas qui est pas soumise à un cadre en fait qui va venir restreindre éventuellement justement la relation en fait qu'on va avoir avec les mamans. Moi, ma position, c'est que ce serait chouette qu'on soit reconnu et ce serait vraiment super, parce que notamment je pense aux mamans qui n'ont pas forcément la possibilité, parce que ça représente quand même un budget d'avoir une doula. On va pas se le cacher, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, et je pense que c'est important de l'avoir aussi en conscience quand on travaille. Et pour ces mamans-là qui peuvent pas forcément s'offrir un accompagnement, je pense que ça serait vraiment super que les doulas elles soient reconnues, qu'on puisse travailler aussi en partenariat avec des structures sociales, qu'on puisse aller dans des endroits où il y a vraiment personne qui vient, en tout cas très peu de gens qui vont soutenir les mères. Je pense aux mères qui sont détenues dans les prisons, par exemple. Tu vois, ce serait un truc, si j'avais le temps de le faire, parce qu'on peut pas, comme on n'est pas reconnu, aucune doula va dans les prisons. Mais pourtant, il y a des mamans dans les prisons. Tu vois, de pouvoir aller travailler auprès de femmes qui ont plus que besoin, quoi, de la présence de gens pour les soutenir. Moi, je trouverais ça vraiment, vraiment super. Et pour moi, l'intérêt d'être reconnu, voilà, il est là. Les mères les couples qui ont les moyens, ils vont toujours pouvoir aller chercher du soutien d'une manière ou d'une autre. C'est super si c'est avec une doula, mais ils peuvent le faire aussi avec d'autres types de professions, et comme ça
ça va, on va dire, venir un peu boucher les trous de là où la doula, elle pourrait vraiment faire tout le travail. Mais je pense aux couples et aux familles et aux mamans solo et enfin voilà, à toutes ces situations où on n'a pas ce budget-là, on n'a même pas on n'a même pas la disponibilité de se demander de quoi on aurait besoin en fait. Et d'avoir des doulas qui pourraient travailler auprès de ces familles-là, je trouverais ça hyper précieux, vraiment. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'essaie de mettre en place, en fait, parce que je travaille sur certains projets avec la CAF de là où j'habite. Et je suis vraiment hyper reconnaissante de pouvoir mener certains projets avec la CAF et de travailler dans ce sens-là. C'est encore hyper léger, hyper timide, mais vraiment, j'ai beaucoup de reconnaissance de pouvoir faire ça, quoi. C'est important, je trouve. Je trouve ça tellement génial que les instances juridiques, que ce soit la CAF, la PMI, s'ouvrent à d'autres choses et que eux-mêmes vous légitimisent en fait. Même si pour l'instant il manque une réelle légitimisation, si dans le monde de la petite enfance et de la parentalité ça commence à s'ouvrir, c'est quand même une super nouvelle. Et j'avais même pas pensé à ce que tu dis pour les femmes en prison, mais c'est tellement évident qu'il y a des femmes qui ont accès à rien, qui n'ont même pas la possibilité de se poser la question. Comme tu dis, on a un luxe de se poser la question. Voilà. Bon, je trouve que votre travail il est formidable et je serais très mal placée en étant la matrescence, en ayant le même personne qui a inventé ce mot, vous dire que ça sert à rien. Au contraire, je souhaite à n'importe qui de pouvoir avoir accès s'il en a envie au doula et moi j'ai clairement la sensation qu'il y a de plus en plus de femmes qui veulent devenir doula, donc ça aussi c'est une chouette carrément mise en lumière puisque ça veut dire que votre métier il plaît et qu'il y en a de plus en plus qui se posent la question d'en avoir une. Donc par exemple si vous êtes des amis, et au lieu de vous cotiser pour offrir je sais pas quelque chose peu importe de matériel, offrez peut-être le suivi de doula. Est-ce que c'est un investissement conséquent et que ça peut, ou en tout cas en payer une partie, voilà. Ouais, complètement. Et puis si je peux dire une dernière petite chose, moi ce que j'observe beaucoup dans certains accompagnements que je peux faire et c'est quand même assez fréquent. Au final, les mamans que moi je vois, elles n'ont pas forcément des grosses problématiques. Elles viennent vers moi parce qu'elles ont des questionnements et puis parce qu'il y a cet aspect soutien, confort, un peu comme on va dire un luxe, comme ce qu'on disait, tu vois, d'autres couples qui ont même pas forcément la disponibilité pour se poser cette question-là. Et ce que j'observe, c'est qu'en fait tout va bien, tu vois, jusqu'à un certain point, tout va bien. Et puis parfois il y a une petite problématique qui arrive en fait dans la situation, que ce soit dans la grossesse ou dans le postnatal. L'exemple avec l'allaitement, il est typique. On va avoir un petit problème dans l'allaitement et en fait, quand on n'a pas de doula à ce moment-là, ce petit problème-là, qui est juste peut-être un grain de sable dans un rouage, il va prendre de l'ampleur parce que en fait, on a tellement peu de disponibilité dans le postnatal notamment, mais même dans la grossesse, quand on est confronté à une problématique réelle, on n'a plus la disponibilité d'aller se dire « Ah, il faudrait que j'aille voir une doula, il faudrait que je rencontre une doula, je vais aller chercher sur le site, je vais aller passer les coups de fil, je vais aller essayer de rencontrer des doulas pour voir laquelle me correspond, etc. » Non, on est dans l'urgence, on a un souci avec soit la grossesse, soit l'allaitement, soit des questions par rapport à bébé. Quand on a déjà une doula, c'est tellement plus facile d'aller venir résoudre ce petit problème qui peut être juste un grain de sable et qui va en fait passer inaperçu quasiment dans l'accompagnement et dans la maternité parce que justement on a une personne ressource qui nous connaît, qui va pouvoir décrypter ce qu'on est en train de vivre parce qu'on est dans cette relation de confiance en fait et qui va nous donner des informations et éventuellement des pistes pour solutionner ce problème-là de manière hyper fluide et naturelle en fait. Et si la doula n'avait pas été là, peut-être l'allaitement se serait arrêté et c'est pas la doula qui sauve l'allaitement, c'est la relation de confiance qu'il y a qui permet à la maman de s'appuyer sur ce qu'elle est en train de vivre dans cette relation pour traverser en fait cette petite problématique qui est pas forcément grosse en fait, mais qui vient comme un grain de sable dans le rouage. Et ça, je trouve ça hyper important de l'avoir en tête parce que des fois on se dit j'ai pas vraiment besoin d'une doula, donc est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut peut-être pas le coup sur l'instant T où on se pose la question, mais peut-être que dans 2 mois, dans 3 mois, on sera hyper heureux d'avoir eu cette relation avec notre doula pour telle ou telle petite problématique
qui arrivent toujours dans la maternité. C'est pas des grosses choses, mais voilà, il y a toujours un petit moment où on se dit ça aurait été cool d'avoir quelqu'un qui aurait pu écouter et orienter et donner des pistes. Voilà. Non, mais je suis d'accord. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix d'ailleurs. On aime, Ouais, on n'aime pas, on a c'est envie, vrai. on n'a pas besoin. Mais savoir juste qu'on a cette possibilité, quoi qu'il arrive, c'est précieux. Merci beaucoup Christelle d'avoir Merci accepté à toi. de répondre à ce podcast et j'espère d'avoir convaincu certaines, ou en tout cas ouvert des pistes et peut-être planté des graines encore une fois. Merci Christelle. Merci à toi, merci. C'était Christelle Carder, doula et hôte du podcast Empowerment des mamans. Je vous mets en lien une liste de toutes les doulas de France qui ont bien voulu remplir cet annuaire que m'a gentiment donné Christelle. Allez voir si une doula est prête chez vous. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux @lamatrescence sur Instagram et un peu sur Facebook. Et sinon, mettez 5 étoiles, ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître. Merci beaucoup. J'ai aussi ouvert un compte YouTube avec des cours de yoga réservés aux femmes enceintes et aux nouvelles mamans. Alors allez-y également. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous.